un premier intervenant, Monsieur Christophe Wolf, directeur des mobilités et transports à l'agglomération de Mulhouse depuis 2012 et que je suis particulièrement ravi d'accueillir en tant qu'Alsacien moi-même. Madame Caroline Lapellerie, directrice déléguée à l'innovation à Toulouse, où elle travaille depuis 10 ans et qui va rejoindre la scène également. Et Madame Alice Mazot, enseignante et chercheuse à l'université de La Rochelle, qui travaille au LIANS, un laboratoire dédié au littoral, environnement et société. Je vous prie d'accueillir nos trois intervenants et M. Petit-Spéry, l'animateur, pour cette table ronde consacrée à la ville de demain, faite pour et avec les citoyens. Cette table ronde commence donc à 11h10, se terminera à 12h, elle durera 50 minutes si on fait un bref calcul. Merci d'accueillir nos invités. Monsieur Petit-Spéry, la parole est à vous. On peut ne pas mettre de masque sur la scène. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est peut-être plus un peu plus convivial. pratique. Désolé pour vous qui devez en avoir un. Tout d'abord, j'ai envie de dire, moi, ça me fait personnellement très plaisir de vous retrouver. On ne se connaît pas personnellement, mais c'est vrai que ça fait 1 an et demi que je suis sur des webconférences, sur des écrans. C'est très pratique, mais c'est vrai que c'est quand même sympathique de retrouver des gens physiquement. Tout à fait. Donc voilà, ce n'est pas un rapport direct avec notre sujet, mais... Allez-y, allez-y. Tout le monde a bien entendu. Je ne sais pas où était cette dame, mais je ne voulais pas la couper. Donc, je pense que c'est des messages que vous connaissez bien. Donc, notre thème, la ville de demain, faite avec et pour les citoyens. Vous avez remarqué qu'il y a un point d'interrogation. Donc, ce n'est pas une donnée aussi évidente que ça. C'est vrai que dans cette table ronde, on va aborder une thématique qui est assez importante dans l'actualité. On va dire sur globalement la participation, la démocratie participative, avec, peut-être le mot peut paraître fort, mais quand même notre pays connaît une certaine forme de crise démocratique. Je pense évidemment à la crise des Gilets jaunes, mais à beaucoup d'autres choses. Et plus récemment, l'abstention très forte aux élections. On sait qu'il y a la crise sanitaire, mais ce n'est pas elle qui explique quand même l'importance de ce taux. Et on sait que ce n'est pas le remède miracle, mais un des remèdes à ce type de crise est effectivement d'avoir une démocratie participative, et j'ai envie de dire une vraie démocratie participative. C'est ce qu'on va aborder dans notre table ronde. Je vais vous présenter tout de suite nos trois intervenants. Alice Mazot, tout d'abord, à ma droite. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques et chercheuse à l'université de La Rochelle. Justement, vous allez nous aider un peu pour, j'ai envie de dire, dresser un peu un état des lieux. Parce que peut-être en un mot de dire, parce que là on va parler plus particulièrement des collectivités locales et en particulier les villes et les intercommunalités. Les choses depuis 10, 20 ans se sont améliorées. On voit beaucoup plus d'initiatives. C'était des choses quand même assez rares avant. Après, c'est de voir qu'est-ce que donnent ces initiatives et comment les analyser. Donc ça, je pense que vous aurez un regard qui va nous aider là-dessus. Et après, on va avoir, j'ai envie de dire, 2 illustrations, 2 exemples très différents de démocratie participative. Tout d'abord avec Caroline Lapellerie, vous êtes directrice déléguée à l'innovation de Toulouse Métropole. Donc, ville et métropole, effectivement, vous faites en matière de démocratie participative des choses depuis pas mal d'années. Vous avez lancé une grande consultation là, au début de ce mandat, là, cette année. Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'on va revenir, on va faire un petit retour en arrière sur le mandat précédent, sur une grosse initiative que vous avez faite sur la place des citoyens dans la gouvernance de la métropole. C'est vrai que ça peut paraître un thème assez large et ambitieux, mais vous allez nous expliquer avec toute une série d'outils qui ont été mis en place. Donc un peu à froid, si je puis dire.
de voir qu'est-ce que ça a donné, comment vous avez peut-être ajusté certains dispositifs, été déçu de certains résultats, enthousiaste d'autres. Donc voilà, une analyse un peu à froid de cette initiative. Et troisième intervenant, Christophe Wolff, donc quelque chose de totalement différent, parce que là, on est directement sur une politique publique locale, en l'occurrence les mobilités et les transports. Vous êtes directeur des mobilités et des transports de l'agglo de Mulhouse. Mulhouse, le nom exact, Mulhouse Alsace Agglomération. Et donc, on a beaucoup parlé de votre agglo sur ce fameux compte mobilité. Vous avez été une des premières, voire la première collectivité en France à le mettre en place. Et on va en parler peut-être un petit peu. Mais l'idée, c'est plus de voir comment vous l'avez accompagné avec les citoyens. Alors, citoyens, usagers, vous allez nous faire peut-être le distinguo. Et effectivement, là aussi, un certain nombre de dispositifs mis en place pour les écouter, peut-être ajuster le dispositif. Et ça continue au fil du temps. Parce que ça, on parlera aussi de l'évaluation, parce qu'il ne suffit pas de mettre des choses, c'est aussi de les évaluer, de les ajuster. Et donc, autre retour d'expérience. Donc, et j'ai oublié de me présenter, Philippe Potier-Spéry, donc rédacteur en chef de The Pro Territorial. Alice Mazot, je vous donne tout de suite la parole, peut-être un rapide état des lieux. Et dans la mesure du possible, si le temps nous le permet, on essaiera de prendre quelques questions. Mais comme vous avez vu, on est sur des timings assez serrés. Et des gens, à juste titre, nous rappellent qu'on arrive à la fin. Donc, on fera notre possible pour vous donner la parole. Alice Mazot. Merci. Alors effectivement, moi, ça fait un certain temps déjà que je travaille sur l'institutionnalisation de la participation citoyenne, en particulier dans les collectivités territoriales. Alors, peut-être l'idée que je voudrais développer assez rapidement pour qu'on puisse avoir un échange, elle est la suivante. Elle part d'un constat assez trivial. Depuis au moins 20 ans, il n'y a jamais eu autant de dispositifs de participation citoyenne, en particulier dans les collectivités territoriales. Mais force est de constater que la crise démocratique est toujours là. Et donc, c'est un peu ce constat-là que je voudrais pointer et interroger. Alors, le premier élément du constat, c'est l'institutionnalisation très forte de dispositifs de participation citoyenne. Il convient de rappeler qu'il y a encore 20 ans, parler de démocratie participative, c'était être perçu comme un radical de la mutation et de la transformation démocratique. Très très clairement, hein, il n'y a plus beaucoup d'éléments radicaux dans le discours participatif tel qu'il s'est développé aujourd'hui dans la plupart des collectivités territoriales. La participation citoyenne, c'est-à-dire là, clairement, toute forme de dispositif, de procédure qui vise à permettre la participation des citoyens à la fabrique des politiques publiques dans l'intervalle électoral, ces formes de participation citoyenne, elles se sont très fortement développées, soit sur le terrain de la démocratie locale, mais aussi sur le terrain d'un certain nombre de politiques sectorielles, que ce soit la mobilité, que ce soit l'aménagement. Et donc, clairement, hein, la participation aujourd'hui, elle constitue un mode de faire relativement ordinaire dans les collectivités territoriales. Cela veut dire qu'il y a tout un tas de savoir-faire, de pratiques qui se sont développées dans les territoires de façon à renforcer la participation des citoyens. J'insiste sur le fait que c'est particulièrement vrai dans les collectivités territoriales, beaucoup plus que dans d'autres niveaux d'action publique, et en particulier au niveau du bloc communal, commune-intercommunalité, où vraiment c'est clairement à ce niveau-là qu'il y a le plus d'offres de participation qui a été développée. Alors, dans ce mouvement d'institutionnalisation, il faut relever quelque chose d'extrêmement positif, c'est la professionnalisation de ce domaine d'activité. Clairement, il y a des procédures qui ont été développées, il y a des savoir-faire, il y a des formations. On a donc aujourd'hui assisté à une élévation assez nette de la qualité des procédures participatives. C'est-à-dire que même si, et j'imagine qu'on en reparlera, il reste des enjeux de méthode, il reste des réflexions sur comment on doit faire, très très clairement, la façon dont on organise la participation des citoyens s'est très nettement
très nettement améliorée. Mais en dépit de ce constat, de cette amélioration de la qualité des procédures participatives, de la diffusion de ces procédures participatives dans des secteurs toujours plus variés, le constat qu'on peut faire, c'est que la démocratie locale, clairement, n'a pas été améliorée, ou en tout cas n'a pas été renforcée. Alors évidemment, quoi qu'on en pense, les dernières élections locales, on ne saurait réduire l'abstention à ce contexte de crise sanitaire. Et donc, il est aussi le reflet de ce déficit démocratique qui subsiste au niveau local. Et donc, ce que je voudrais juste soulever, c'est qu'en fait, la montée en puissance de la participation et le maintien, voire l'aggravation du déficit démocratique au niveau local, entretiennent bien une relation. Ils entretiennent bien une relation dans la mesure où, au départ, au moins dans l'esprit, plus de participation signifiait un renforcement de la démocratie locale. Or, le constat que l'on peut faire, c'est que cette équivalence, cette relation vertueuse, elle ne s'est pas mise en place. Et si elle ne s'est pas mise en place, c'est aussi parce que l'attention a beaucoup été portée sur comment faire participer. Elle a beaucoup été portée sur des déclinaisons opérationnelles et sectorielles. Et elle n'a pas été, ou en tout cas pas toujours, voire pas souvent, articulée à un projet politique, à savoir mais pourquoi on doit faire participer ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en débat ? Quels sont les sujets qui méritent que l'on élabore collectivement une décision ? Et sur ce point, ce sera mon dernier mot, je ne peux que regretter de constater qu'il y a une forme de frilosité politique où les élus, constatant souvent à raison la réduction de leur marge de manœuvre sur un certain nombre de domaines d'activité, ont le réflexe de vouloir garder les derniers arbitrages. De dire finalement sur telle et telle décision, c'est là où je vais jouer mon projet politique. Et donc sur ces questions qui justement engagent la ville, engagent la manière de faire société au niveau local, ils ont tendance à être frileux et à le garder pour eux, et à développer des dispositifs de participation sur des sujets plus secondaires, plus marginaux. Et donc forcément, si vous faites participer sur je dirais pas de l'accessoire, parce qu'évidemment les politiques locales, elles sont importantes dans le quotidien. Mais si on soustrait à la participation citoyenne les enjeux fondamentalement politiques de la ville et de la ville de demain, il ne faut pas s'étonner que le développement et la professionnalisation de ces outils ne permettent pas de répondre à l'enjeu démocratique. Et c'était ça, donc, le constat préalable que je me proposais de faire ce matin. Merci beaucoup. Donc, vous parlez d'une certaine frilosité des élus, peut-être sur les thématiques choisies. Et un des reproches aussi qu'on fait aussi parfois, c'est que tout ce qui a pu être proposé n'est pas forcément retenu. Donc une peut-être frustration de certains citoyens, même s'il y a un principe de réalité, on ne peut pas tout retenir. Mais des fois, il y a un sentiment d'un gap important et de se dire pourquoi participer si finalement ce que nous avons proposé, des fois de façon assez construite, même il y a un accompagnement de certaines propositions, donc ce n'est pas farfelu, mais qu'au final, il en reste rien, disons. Vous avez raison de souligner qu'il y a souvent beaucoup de frustration à l'issue des processus participatifs, et souvent la frustration des participants fait écho à la frustration des organisateurs. Où chacun essaye de mettre toute son intelligence au service du processus, et au final, personne ne semble complètement satisfait. Alors il y a deux raisons de difficulté ici. La première, où on peut dire que c'est du côté des organisateurs une certaine tendance à pratiquer ce qu'on appelle l'écoute sélective, c'est-à-dire je vais écouter, je vais entendre, et puis au final je vais choisir ce qui colle à mon propre agenda. Et donc si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, sinon on va trouver les solutions pour faire comprendre que ce n'est pas possible, sans que ce soit toujours explicité. Et c'est là la deuxième difficulté, c'est que souvent, il y a un flou savamment entretenu sur quel est le périmètre de la décision et quelles seront les modalités de prise de décision collective. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, évidemment, quand il s'agit de faire une concertation sur un aménagement urbain, par exemple, évidemment qu'il y a des contraintes, techniques, des contraintes budgétaires, et donc que tout n'est pas possible. Sauf que très régulièrement, ce qui se passe dans nombre de concertations, c'est qu'on demande aux habitants de rêver leur ville,
Et on revient ensuite vers eux en leur disant la ville possible, c'est celle-là. Sans doute est-il préférable de déterminer d'ores et déjà et collectivement les modalités de l'arbitrage. Or, le constat, c'est que ces modalités collectives de prise de décision et donc des arbitrages, elles ne sont pas établies. Et la conséquence, c'est la frustration des participants et la frustration de mon co-d'organisateur. Si on a le temps, on reviendra peut-être aussi sur ce débat entre démocratie représentative et démocratie participative. C'est un vieux débat. On sait que c'était souvent des arguments aussi des élus pour dire aussi, nous, on a une légitimité du suffrage électoral. Donc, peut-être que les choses ont quand même évolué, parce qu'on entendait beaucoup cet argument. Je me souviens au moment de la création des conseils de quartier, donc c'est pas récent. Mais je pense que le débat existe toujours un peu. Avant de rentrer dans le détail de vos expériences respectives, peut-être une réaction comme ça à chaud de ce que vous avez entendu, Caroline Lapellerie, si vous vous y retrouvez, si c'est un constat contrasté, si je peux dire, pas que négatif avec du positif. Oui, et en tout cas, j'entends le mot frustration. C'est vrai que c'est un exercice complexe, touché pour véritablement mobiliser la plus large cible, c'est-à-dire la population. C'est un exercice sans fin. On va voir qu'on peut développer multiples outils pour essayer justement de le mobiliser de différentes manières, à différentes étapes. Par contre, dans les éléments positifs, en tout cas, au-delà de la frustration, c'est que je pense qu'on est vraiment à une nouvelle étape, là maintenant, avec une urgence climatique qui va faire accélérer les choses et qui nous oblige à faire accélérer le mouvement. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était juste une réaction à chaud. Christophe Wolff. Frustration est un mot. C'est un vaste sujet, la participation. Je vous redonne la parole tout de suite sur ce que vous avez fait sur Toulouse Métropole. Mais une réaction à chaud, si Christophe Wolff. Non, j'en parlerai après. Je réagirai par rapport à ce qui a été dit dans mon petit... D'accord. Alors, Caroline Lapellerie, comme on disait, on va revenir sur le mandat précédent, sur cette démarche assez ambitieuse que vous avez lancée. Quand on a échangé sur cette conférence, vous avez employé le mot de tous ces types d'initiatives qui appellent à l'humilité, ce qui prouve que ce n'est pas si simple. Frustration, vous ne l'avez pas employé, mais effectivement, vous vous y retrouviez aussi, de voir que c'est compliqué aussi pour mobiliser les gens. Et vous disiez aussi qu'un dispositif aussi performant puisse-t-il être, il en faut plusieurs. Il n'y a pas un dispositif miracle. Donc il faut pas 2, mais 3, 4, 5, toute une série. Oui, tout à fait. Et pourtant, donc effectivement, merci de le rappeler, c'est vraiment un éclairage par rapport à une pratique sur notamment un exercice 2015-2020 sur lequel on vous propose de rentrer plus dans le détail. Donc nous, la démarche de participation citoyenne, on l'a abordée sur la précédente mandature sous l'angle de vraiment d'en faire un sujet clé de notre démarche Smart City, ville de demain, comme on veut aujourd'hui dans la sémantique. Avec, dans notre démarche d'Open Métropole, donc ça, le mot en dit long, Open Métropole, l'idée c'est d'innover en interaction avec l'écosystème, les citoyens, les entreprises. La participation citoyenne et le citoyen étaient un des principes clés de la démarche que l'on voulait développer dans les différentes politiques publiques de la collectivité, et notamment pour aller plus vite, innover davantage en y associant le citoyen. Donc dans les 3 principes clés de notre démarche Smart City, il y avait le citoyen acteur de la démarche. Un deuxième principe clé, c'est le co-investissement et le partenariat public-privé. Le troisième principe clé, c'est de dire qu'on peut aussi accélérer via la data. La data ne fait pas tout, mais la question du partage de l'information et de la donnée est essentielle aussi, même dans des processus d'ailleurs de participation citoyenne. Donc avec cette ambition politique forte sur le précédent mandat, malgré tout, concrètement, pour agir, premier constat, c'est de voir que à l'occasion des concertations ou des réunions publiques, premier constat, c'est qu'on y trouve bien souvent, bien souvent le même profil de manière récurrente. Donc des gens qui ont le temps le soir après 18h, 18-20h d'aller faire des réunions publiques, et donc on y trouve moins souvent les mamans avec les enfants en bas âge, on y trouve plus des seniors ou des demandeurs d'emploi ou des gens habitués aux réunions publiques qui vont adhérer à la politique institutionnelle, ou d'autres à l'inverse qui sont plutôt opposants. Donc
on y trouve Et des associatifs aussi. et des associatifs. Donc pas un panachage réel. Donc de là, l'idée était de développer différents outils. Donc on a commencé par exemple par créer ce qu'on appelle un laboratoire des usages, qui est en fait une ingénierie sur laquelle on s'appuie, de prestataires spécialisés dans la participation citoyenne, qui nous permettait d'organiser des focus group. Et de là, toute la feuille de route de la ville de demain, on y a organisé des ateliers du laboratoire des usages. C'est un des outils. Mais on a développé bon nombre d'autres outils. Donc, on a fait une e-consultation en 2015. Et là, constat, c'est que le profil des habitants, c'était quand même plutôt CSP+, plutôt 20-45 ans. Petit équilibre homme-femme, plutôt un petit plus féminin, néanmoins. Justement, les mamans qui ne se rendent pas sur site, mais qui pouvaient s'exprimer en ligne. Et puis, on a développé un certain nombre d'autres outils. On a également travaillé sur des expérimentations avec des entreprises, des start-up, sur des projets de la ville, tout type. Donc, par exemple, comment justement améliorer la participation citoyenne. On a travaillé avec une start-up qui s'appelle Comme Impossible, qui a créé des petites nacelles en bois qui permettent de faire la participation citoyenne à tout moment dans la ville. La nacelle s'installe en un quart d'heure et hop, là, vous pouvez, comme fait un institut de sondage, vous allez vers les gens et dans la ville, vous attrapez leur réaction sur un produit, sur une idée, sur une politique publique, etc. Plein d'autres outils ont été développés, notamment une plateforme en ligne également, qu'on a d'abord fait tester en prototype à 250 citoyens qui ont été attrapés dans la rue, auxquels on a demandé leur avis et qui nous ont fait améliorer le prototype en version A, puis B, etc. Voilà, multiples outils, puis des projets européens, et puis des projets nationaux, puisque bien évidemment, on se rend bien compte à quel point le citoyen est décisif dans l'évolution, les changements de comportement. On parle de l'enjeu climatique et de plus en plus dans tous les appels à projets, quels qu'ils soient, et on est tous conscients qu'il faut impliquer l'ensemble des acteurs. Et donc, on a remporté, par exemple, plusieurs projets sur la mobilité, notamment un projet européen qui s'appelle Commute, et où là, il fallait embarquer des entreprises, bien évidemment, mais également les citoyens. Et preuve à l'essai, c'est que par une plateforme de données partagées, on a réussi, et par des actions communes et convergentes entre acteurs publics et privés sur le covoiturage, eh bien, on a fait un constat chiffré très simple, c'est que par ces initiatives convergentes des entreprises, de l'institution, de l'aéroport, de l'opérateur de mobilité et des citoyens, eh bien, on est passé en 1 mois, 2 mois, 3 mois à 0, puis un constat, le choix d'un opérateur de covoiturage commun, par exemple identique à l'ensemble des acteurs, à un usage de plus de 7000 usagers en quelques mois seulement du covoiturage. Donc on a pu voir effectivement quand même, et c'est une source de satisfaction, des inflexions possibles évidemment sur le changement des comportements, puisque ce n'est dans la participation citoyenne, il y a la question de la démocratie participative, mais il y a aussi l'enjeu clé aujourd'hui du changement des comportements pour accélérer la prise en compte du changement climatique. Et c'est donc un des sujets source de motivation forte où on voit que c'est possible, mais il y a une action énergétique très importante à mener sur bon nombre de projets pour pouvoir avoir des résultats. Voilà, donc ça c'est une illustration de bon nombre d'outils qu'on a pu développer et qui constitue aujourd'hui le socle aussi d'un panel d'outils. On a une boîte à outils. Voilà, on parle souvent du fait qu'on a une boîte à outils avec des leviers d'action qui sont multiples et à différents moments de la mobilisation des citoyens. Ça peut être très en amont on leur demande de travailler à nos côtés sur l'élaboration d'un projet ou une feuille de route. Ça peut être de tester un projet, un prototype, un produit. Par exemple, pour lancer une application dans la restauration scolaire, on a fait tester des parents testeurs. Bon, au total, on a fait tester 300 000 citoyens, pas loin de 300 000 citoyens sur un peu moins de 5 ans, sur des expérimentations et des projets. Voilà, peut-être je m'arrête là sur ce temps-là. Peut-être juste une question sur le labo des usages, qui est une initiative assez originale. C'est combien de personnes mobilisées ? On revient à cette idée que c'est compliqué de les mobiliser, mais est-ce que c'est un chiffre satisfaisant pour vous ou pas ? C'est le laboratoire d'usage, donc des focus groups, c'est-à-dire des panels de population, donc pour avoir une représentativité significative. Donc on arrive maintenant à faire
à massifier. On est parti sur des focus group où on était 30, 60, je parle avant Covid. Et puis au final, on a réussi à élargir en allant vers le citoyen, c'est-à-dire on a changé la question des horaires, donc organiser ces focus group soit entre midi et 2, et surtout modifier les lieux, sur leurs lieux de travail, sur des lieux de passage, sur des lieux de fréquentation, et puis également en modifiant les moyens de travailler avec le citoyen. Donc les chiffres ne sont pas, c'est pas des milliers d'habitants, c'est des focus group où les plus grands qu'on ait fait, notamment pendant des assises sur la nature en ville qui se sont tenues en 2019 à Toulouse. On a pu organiser 3-4 ateliers où on a mobilisé 700 citoyens. Et de là, à chaque fois, aussi un retour aux citoyens sur les propositions qu'ils ont faites et sur un listing de propositions qu'ils ont faites et qu'on a pu mettre en œuvre ensuite dans les politiques publiques. Merci. On change d'agglomération, Mulhouse. Donc Christophe Wolff, déjà, vous aviez peut-être besoin de réfléchir un peu sur votre réaction à l'état des lieux que nous adressait Alice Mazot. Et après, de rentrer est-ce qu'on peut parler de co-construction? Parce que ça, c'est le nec plus ultra, la co-construction. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des allergies à ce mot qui commencent à se développer. Donc, c'est un mot valise, on y met beaucoup de choses. Oui, mais l'intervention que je propose de faire, c'est vraiment l'idée, c'est de témoigner sur la manière dont on a construit un nouveau service et sur la manière dont on a essayé de faire de la concertation dans le cadre de la construction, de la création et de l'exploitation de ce service. Et pourquoi on l'a fait ? Dans le domaine des mobilités, donc je suis directeur mobilité à Mulhouse, la question, comme partout dans les agglomérations, c'est comment rendre les mobilités globales de nos habitants plus durables, plus vertes. Le constat, comme partout, la voiture c'est simple, les transports en commun c'est un univers en soi, c'est compliqué, où est-ce que je trouve le ticket, j'ai pas de monnaie. Les autres services à disposition sont aussi chacun un univers, sa complexité, et du coup c'est assez dissuasif. D'une manière générale, on a du mal à rentrer dans chacun de ces services. Donc notre objectif, c'était de faciliter finalement l'accès à tous les services de mobilité qui existent dans le territoire, en se disant que si on rend toutes les alternatives à la voiture beaucoup plus accessibles, les gens l'utiliseront plus. De quoi on parle concrètement ? Ça on était en 2015. In fine, c'est la partie émergée de l'iceberg, on va dire, c'est une application sur laquelle vous pouvez sauter dans le bus, vous validez votre ticket, vous pouvez débloquer un vélo en libre service, réserver une voiture, réserver un vélo pour le week-end, payer votre parking, et puis on vous garantit le meilleur tarif et vous payez tout ça en une fois à la fin du mois en fonction de ce que vous avez consommé. Ça, c'est le sujet sur lequel on est arrivé. Sur la méthode, ce qui, moi, me paraît important, c'est qu'il n'y avait pas une demande d'élus de faire de la participation. Par contre, nous, on se connaissait, on est des ingénieurs dans le domaine de la mobilité, il y a beaucoup d'ingénieurs. Et ce qu'on voyait autour de nous, c'était beaucoup d'expérimentations imaginées dans des labos qui, une fois sur le terrain, rencontraient pas forcément le succès, où l'idée géniale n'était pas forcément comprise des gens qui étaient censés l'exploiter. Donc pour éviter ça, c'était vraiment pour éviter ça qu'on s'est dit dès le démarrage, et on a dû se battre, nous, en tant qu'ingénieurs, contre d'autres ingénieurs pour le faire, de dire finalement la conception du service, il ne faut pas qu'on la fasse qu'entre nous, même si on sait ce qu'on veut. Et du coup, dès le démarrage, on a fait des tables rondes animées par un sociologue pour, un, valider le concept, et deux, identifier quels sont les facteurs clés de réussite. C'est là que... Table ronde avec qui Des tables rondes avec des citoyens, alors qu'on a identifié pour être à peu près représentatif des différentes pratiques de mobilité, mais à chaque fois, c'était une dizaine de personnes. Et donc, dès 2016, et on a tout de suite compris, alors ils nous ont dit, votre idée, a priori, ça nous va, c'est même génial, comment ça se fait que ça n'existe pas. Par contre... on paye tout à la fin. Moi, je suis un étudiant, je gère un budget, comment je sais où j'en suis, etc. Donc, ils nous ont sensibilisés à certaines fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues, qu'on a dû rajouter dans notre cahier des charges. Ensuite, ils nous ont dit aussi, vous êtes des collectivités, les applis des collectivités, j'en utilise plusieurs, c'est des vraies usines à gaz, vous ne saurez pas faire quelque chose de simple, d'autant plus que vous voulez rendre simple des choses qui, prises indépendamment, ça sont s'est compliquées. amélioré, ça, quand même. Du coup, on a travaillé avec des agences qui n'étaient pas forcément dans le domaine de la mobilité, etc.
À partir de là, 1 an après, quand on est revenu avec des maquettes, on est revenu vers, pas les mêmes, mais d'autres citoyens qu'on avait identifiés dans les différents modes. Eux nous ont permis d'améliorer l'outil, l'application. Ils ont aussi, on se posait beaucoup de questions sur les tarifs. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour une appli qui leur donne accès à tout ça? La réponse est clairement non. Donc là, c'était clair, on ne paye pas pour une appli, on paye déjà le service, donc on ne va pas payer. On paye pour le bus, on ne va pas payer en plus pour pouvoir accéder au bus. Et ensuite, on a fait, avant le lancement, il y avait toute une période avec des testeurs, donc ça de manière assez classique, où là aussi, on a identifié ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. On a fait aussi, pour savoir comment lancer le service, quelles étaient les cibles prioritaires et comment s'y prendre pour les toucher, on a fait toute une grande enquête auprès de 1000 personnes à peu près, qui nous a appris qu'il fallait plutôt commencer par toucher ceux qui sont déjà des usagers des transports, des abonnés des transports. Il faut convaincre ceux qui sont proches, qui sont des utilisateurs du smartphone, du mobile qu'on utilise comme GPS. Et ensuite, petit à petit, grignoter sur la cible des automobilistes plus difficiles à convertir. Excusez-moi, je vous interromps juste, mais table ronde, je vous ai posé la question, mais testeurs pareil, le soin, j'imagine, d'avoir un peu une représentativité des publics. Ça, c'est comment vous avez fait ça? Alors, sur la représentativité, nous, ce qui nous importait, c'était d'avoir un maximum de pratiques diverses de mobilité et de voir en quoi le produit, enfin l'idée, le service qu'on proposait pouvait leur être utile ou pas. Donc, on cherchait des gens, on essayait d'avoir des représentants de ces diverses pratiques et ensuite de pouvoir, en fonction de la question qu'on se posait, d'avoir soit un panel où on faisait des enquêtes qualitatives pour avoir des retours très précis, soit un panel très large pour avoir des retours plus quantitatifs sur comment on va lancer le service. Moi, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que ça, c'était donc la première phase. Et ce qu'on a fait depuis, on est retourné, le service existe depuis 2018, et on est retourné vers des non-utilisateurs avec une méthode du X-Design pour essayer d'auditer le service tel qu'il existe aujourd'hui. Et on s'est rendu compte là aussi que il y avait encore beaucoup de choses à faire, mais l'idée de ce couteau suisse, je disais, une appli pour accéder à tous les services qui existent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a 10 000 personnes qui ont ce couteau suisse en poche, mais ce n'est pas parce qu'elles ont le couteau suisse en poche qu'elles utilisent toutes les lames. On y vient parce qu'on a l'habitude de prendre le bus. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'habitude de prendre le bus et que c'est facile de débloquer un vélo que je débloque le vélo. Donc on se rend compte là qu'on a tout un travail encore à faire pour, sur la partie incitative, continuer à développer cet outil, mais aller vers les utilisateurs pour leur proposer de changer leur comportement. L'objectif final, c'est bien d'agir sur les comportements pour des mobilités plus vertes. Et donc, il faut à la fois que ce soit facile, mais aussi qu'on incite les gens à le faire. Et là aussi, tous les outils dont on parlait, on va devoir les mobiliser pour trouver les bonnes réponses et les bonnes solutions pour faire ça. Je ne veux pas tomber dans le cliché, mais smartphone, appli, est-ce que ça veut dire que c'est un public plutôt jeune? Non. Ou est-ce que vous avez un peu de tout? Alors, ça, c'est la première remarque qu'on nous fait. Effectivement, sur un service sur le téléphone, est-ce que c'est pour tout le monde? Alors après, il y a différentes réponses, mais nous, on a rencontré par exemple des personnes âgées qui avaient un smartphone. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des smartphones. Elles avaient deux applications. Pas forcément des applis. Si, en l'occurrence, là, la personne dont je parle, elle avait sur son téléphone 2 applis. Elle avait WhatsApp et le compte mobilité. WhatsApp pour discuter avec ses petits-enfants, ses enfants, et le compte mobilité parce que ça lui facilitait vraiment les déplacements. C'était beaucoup plus facile pour elle. C'est compliqué pour des personnes âgées de se prendre le tram, de savoir où trouver le ticket, d'être sûr qu'on est du bon côté du quai, etc. Oui, ça peut être sécurisant. Et donc, ça lui facilitait la vie et du coup, elle l'utilisait. Donc souvent, on se rend compte aussi qu'on a des préjugés par rapport à la cible et en fait, on touche beaucoup plus de monde que ce qu'on imaginait. Ok, merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir fait court. Comme ça, il nous reste un peu de temps si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un se lance ou pas? On va. Alors,
j'ai envie de revenir au point de départ. Je vous avais dit, si on a le temps, sur revenir, on revient plus un peu dans la théorie, j'ai envie de dire, sur ce fameux débat démocratie représentative, démocratie élective. Est-ce que vous le sentez encore ou pas? Parce que quand même, dans le discours d'un certain nombre d'élus, qui ne sont pas forcément contre la démocratie participative, hein, mais de se dire, ça doit... qui explique comme ça l'encadrement très fort, peut-être que ce que vous expliquiez tout à l'heure, et les sujets traités, ou pas traités, justement, et la décision prise au final. Si vous me permettez, j'aimerais une réaction préalable à votre question par rapport à ce qui vient d'être dit. Je trouve que les deux expériences qui ont été présentées, elles sont très révélatrices d'un mode d'institutionnalisation de la participation où on voit bien que ce sont les services qui sont souvent porteurs, alors avec un soutien plus ou moins important, mais pour des raisons extrêmement pragmatiques. Parce que les politiques publiques, aujourd'hui, pour ceux qui les mettent en œuvre, tout le monde a bien conscience que la politique publique décidée d'en haut, tout seul dans son coin, de toute façon, elle ne marche pas. Et donc, c'est vraiment un mode de développement. Et de ce point de vue-là, il y a eu clairement des évolutions très fortes. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Sur ce plan-là, un certain nombre de collectivités territoriales sont très en avance dans cette forme de participation citoyenne où on place l'utilisateur final, l'usager, au cœur du processus de décision, simplement parce qu'on sait que c'est la condition pour que ça marche. Alors ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça c'est quand même un mode de développement qui est tout à fait significatif. Mais effectivement, ça s'opère en parallèle d'une réflexion sur ce que pourrait être ou devrait être la démocratie locale. C'est vraiment deux sillons d'institutionnalisation qui se croisent pas forcément, ou pas toujours, ou pas de manière toujours pertinente. Parce que pour répondre à votre question, j'ai envie de faire deux réponses un peu différentes. Je dirais que frontalement, le débat démocratie représentative, démocratie participative, il est clos. On n'est plus dans cette opposition où il fallait expliquer longuement que la démocratie participative n'était pas un substitut, etc. Donc je crois que ça c'est clos. En revanche, une fois qu'on a dit que la participation était un complément nécessaire à des formes de représentation qui clairement ne fonctionnent plus de manière satisfaisante, une fois qu'on l'a dit, on voit bien que le rôle politique qui implique de savoir articuler un certain volontarisme politique d'un côté et de l'autre, une capacité à faire avec les autres, à co-construire, etc. Ce rôle politique, il est clairement en cours de définition et on voit bien que ça, c'est pas du tout stabilisé. Et notamment, ça se voit sur une chose. Et c'est là où la réticence et la frilosité que j'évoquais tout à l'heure est particulièrement visible. Un des domaines sur lesquels il y a assez peu d'avancées, c'est sur la capacité qu'ont les citoyens à déterminer ce dont on doit parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres de participation et qui demeurent des offres relativement descendantes, alors où effectivement on a bien conscience que la logique de convocation, où pendant longtemps on ne se posait pas la question, la réunion publique c'était 18h, 20h, et puis on râlait parce que les gens n'étaient pas là. Donc ça maintenant tout le monde a bien compris que les gens ils ont plein de bonnes raisons de ne pas être présents de 18h à 20h dans le format réunion publique. Mais par contre, là où l'évolution ne s'est pas faite, si je puis dire, c'est sur la capacité qu'ont les citoyens à créer les conditions pour dire mais c'est de ça dont on doit parler. C'est ce sujet-là qui doit être au cœur de la politique municipale. C'est telle action qui n'a pas été mise en œuvre. Et là, jusqu'à présent, ce contrôle de l'agenda par les citoyens, c'est là-dessus, me semble-t-il, que les élus, ils ont encore un peu de réticence. Et c'est là-dessus où c'est hors du domaine de compétence, si je puis dire, des services, dans la mesure où... dès lors qu'on est dans la mise en œuvre et la proposition d'un certain nombre de politiques publiques, ils peuvent être tout à fait force de proposition, sauf qu'ils sont aussi contraints par largement l'agenda municipal. Un point commun dans vos deux récits, c'est la notion d'évaluation aussi. Et je pense que c'est une condition, je pense qu'Alice Mazeaud sera d'accord, la crédibilité de toute démarche de concertation, c'est effectivement qu'elle soit évaluée aussi. Et... Caroline Lapellerie, vous voulez dire quelque chose? Et peut-être revenir sur cet aspect justement de l'évaluation
Parce que Oui. ça a modifié certains des dispositifs, justement, Alors, cette évaluation. J'avais plusieurs remarques et je voulais réagir par rapport aux propos d'Alice Mazot. C'est qu'effectivement, comment dirais-je, il y a quand même une évolution et une accélération, je crois, en place et en cours. Et au-delà de la boîte à outils dont je parlais tout à l'heure, là, du coup, l'enjeu, c'est véritablement d'arriver à mobiliser encore plus le plus grand nombre et évidemment avec des cibles qui n'ont peut-être pas pour le moment encore été suffisamment atteintes, notamment dans les quartiers, où les seniors qui parfois sont très 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 mobilisables, très mobilisés, mais évidemment les plus fragiles vont l'être moins. Enfin, on enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas pour aller vers le plus grand nombre, il y a quand même de l'accélération en cours. Je vais citer 2 exemples. Effectivement, vous l'évoquiez en début, pour ce qui est de Toulouse, et on est dans une démarche là pour le coup politique. Il y a eu le lancement d'une convention, enfin 2 conventions citoyennes au pluriel, avec un appel à projet qui a été ouvert aux citoyens du mois de juin, et la concertation, enfin pardon, l'appel à projet prend fin au 30 septembre. Et donc là, l'idée, c'est de faire remonter par quartier des propositions des citoyens dans leur quartier, donc qui émanent véritablement des citoyens. Donc sur des sujets qui peuvent Tout être sujet vastes, confondu, non? tout sujet confondu. Le tout et le sujet, c'est comment, voilà, quelles sont leurs forces de proposition dans leur quartier pour améliorer le quartier. Bon, je ne dévoilerai pas de chiffres et on verra les résultats. Mais on voit que 75% des propositions qui remontent sont des propositions dans le domaine de l'écologie, pour améliorer la question de la végétalisation, mais pas seulement, plein d'autres sujets sur l'écologie. Donc ça, on voit se multiplier aussi ces formes d'appels à projets. On a fait déjà, nous, des appels à projets citoyens où on félicite et on met en lumière les citoyens porteurs de bonnes idées. Et pour nous, la promesse, c'est de réaliser leurs propositions dans l'année qui suit. Et donc, ça rejoint cette question d'évaluation aussi. C'est-à-dire que évaluer des dispositifs qui fonctionnent, c'est suivre des chiffres, malgré tout. C'est du quantitatif, c'est combien on va réussir à mobiliser. Donc, je vous disais, sur des expérimentations, on a mobilisé plus de 300 000 citoyens sur l'agglomération toulousaine. Je dis c'est pas suffisant, mais ça commence quand même à faire du nombre. Sur des ateliers, on arrive maintenant à faire un peu plus de nombre. Sur des appels à projets, là, on voit qu'il va y avoir beaucoup, sur cet appel à projet, de réponses plus spontanées. Voilà, donc c'était une petite précision que je voulais apporter. Et puis, l'évaluation, c'est aussi, je reviens au changement de comportement. La participation citoyenne, on voit bien que tout cet acteur, on revient au changement des règlements climatiques, c'est une cause commune et qui se réveille et qui se révèle au quotidien dans des initiatives privées d'entreprises, dans des initiatives institutionnelles, associatives, les citoyens. Et donc, je rejoins en tout cas des étapes. On sait que dans les changements de comportement, il y a des analyses, enfin des théories là-dessus. Notamment, je reprends la théorie de l'action raisonnée, où vraisemblablement l'humain passe par au moins 6 étapes pour changer de comportement. Donc il y a la pré-contemplation, la contemplation. Je vous donne vraiment les mots, les analyses qui sont quand même utilisées par la RATP et puis nous-mêmes, collectivités locales. Après la contemplation, la préparation, l'action, le maintien et la termination. Et donc l'idée, c'est il semblerait qu'on passe tous par ces étapes-là pour changer de comportement. Et l'idée, c'est qu'on voit bien que par ces outils, on peut sans doute accélérer les changements ou les passages à l'étape dans ces 6 étapes. Et on le voit en tout cas par des chiffres et des résultats sur des projets. Voilà, je parlais du covoiturage, mais là on va lancer notamment aussi une solution d'écomobilité décarbonée dans le cadre des certificats d'énergie, où 15 000 salariés Airbus vont être mobilisés et où l'ensemble des salariés des industriels vont être mobilisés. Et au fil de l'eau, on voit bien qu'on finit par agréger des initiatives qui vont faire sens auprès des citoyens et des salariés pour faire du changement. Christophe Wolf, justement, sur cette notion d'évaluation, vous nous avez décrit une partie dans votre récit tout à l'heure. Oui, un autre élément qui me paraît important sur l'évaluation, justement, c'est ce côté expérimental. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a une culture de l'expérimentation qui doit aussi se développer, mais une culture de l'expérimentation qui se développe, c'est aussi le droit de se tromper. Aujourd'hui, c'est difficile pour un élu de lancer une expérimentation et de reconnaître qu'il s'est trompé. Donc il y a des choses à apprendre là, et se tromper, ça veut dire le reconnaître vite et corriger vite. C'est pas possible. Là aussi, il faut des changements de comportement.
pour rebondir sur ce que tu Oui, disais. après, sur la frustration qu'on évoque souvent, à mon avis, c'est aussi que le contrat à l'origine n'est pas clair pour tout le monde. La concertation, ce n'est pas forcément un référendum pour ou contre un projet. Et si on est sur des sujets compliqués, comme on a une concertation en ce moment autour des stratégies mobilité sur le territoire, ça veut dire qu'on s'inscrit dans le temps. Ça veut dire qu'on va partir avec qui on part et sur quelle durée. Parce que ce n'est pas en demandant à une personne de participer à une réunion, que ce soit à 18h ou à 16h ou à n'importe quelle heure en 2 heures, qu'elle va pouvoir donner son avis sur est-ce qu'il faut un tram à gauche, à droite ou plutôt du vélo ou autre chose. Nous, ce qu'on va demander, c'est si vous voulez réfléchir à ça avec nous, vous êtes les bienvenus. On va demander aux associations qui sont de toute façon militants sur ces sujets de participer, conseil de développement, les élus. Mais après, on va s'inscrire dans la durée. Une phase d'écoute et une phase de travail. On va écouter ce que les experts ont à dire, mais chacun à sa place. L'expert, parole d'expert, le citoyen, parole de citoyen, l'élu, parole de décision à la fin. Et quel que soit le sujet traité, d'être clair aussi sur la méthodologie aussi peut-être au départ. Sur ce que que toutes les méthodologies ne sont pas les mêmes et d'expliquer un peu les règles aux gens. C'est difficile, on n'a pas non plus souvent cette culture de on va commenter le résultat, ce qui va sortir. Alors qu'à mon avis, le rôle de l'élu, c'est plutôt d'être dans le garant du processus. C'est comment est-ce qu'on va construire ce résultat. Et si on est d'accord là-dessus, et si le processus est le bon, forcément, ce qui est produit à la fin est la bonne réponse à la question posée. Mais quelle est la question posée? Ça, c'est souvent... On est en train d'arriver vers la fin. Alors, je me retourne vers vous. Si éventuellement tout ce qu'on vient de dire vous évoque une remarque, une question. Ah, là, on va vous donner un micro. Et je vous demanderai juste, si possible, de vous présenter. Oui, bonjour, je suis Elanie Taubas, je suis DGA de la ville et de l'agglomération de Beauvais. J'ai une question adressée à Madame Lapellerie et à Monsieur Wolf concernant les ressources à mobiliser. Vous avez mis en place des démarches de concertation ambitieuses, diversifiées. Vous travaillez tous les deux au sein de collectivités d'intercommunalité, donc on est à une échelle de territoire important, pour mettre en place des panels diversifiés, pour pouvoir mobiliser, associer différents services, différents élus. Comment vous vous y prenez? Est-ce que c'est en interne? Vous avez des équipes constituées, des équipes transversales. Vous avez fait référence tout à l'heure aussi à des start-up que vous mobilisez et qui vous aident. Voilà, comment vous combinez concrètement la mise en œuvre de la démocratie participative? Et plus des éléments extérieurs. Christophe Wolf, vous parliez aussi d'une agence avec laquelle vous avez travaillé. Caroline Lapellerie, je vous laisse répondre. C'est un mixte. Donc, pour ce qui est de la démarche Ville de demain, c'est une direction de l'innovation qui est rattachée auprès de la direction générale, donc de 12 collaborateurs, mais qui travaillent pas que sur la participation citoyenne. On est en fait très transverse. On travaille avec toutes les directions métiers, Ville de Toulouse, les 37 communes, et également on associe dans la démarche tous les satellites associés, les SEM, etc. Donc, c'est pas énorme, 12, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est surtout, on vient s'interfacer avec les directions métiers. On va toujours travailler sur là où ils n'ont pas le temps de faire, là où il y a un besoin de faire. Et voilà, sur les outils de participation citoyenne, sinon, on a une mobilisation en interne. Le laboratoire des usages, on a formé également des gens, des directions ou des volontaires en interne, mais on s'appuie également sur des prestataires. Et là, notamment sur... différents types de prestataires qui ont des savoir-faire très différents. Certains vont être capables de faire du gros volume, du nombre, d'autres du plus qualitatif. Ça va dépendre des sujets entrants qui nous sont demandés par les directions métiers. Oui, je ne vais pas développer ce sujet-là. Effectivement, nous, en ce qui nous concerne, on va faire appel aux moyens humains et aux compétences, aux outils qui sont développés dans le labo qui existe aussi chez nous. Après, la question, c'est souvent celle du budget. À un moment donné, j'ai un budget mobilité, pas un budget participation. Alors, est-ce que je suis légitime pour faire appel ou pour dépenser? C'est là qu'il va y avoir un débat et qu'il va falloir convaincre. Et ça, par contre, il faut le faire effectivement à chaque fois pour expliquer que finalement, le résultat attendu sera d'autant meilleur qu'on discute justement du processus que j'évoquais avant. Qui il faut concerter à quel moment, donc quel budget consacrer à cette partie-là, y compris dans un budget mobilité. Merci pour vos réponses. Je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête là. On peut se permettre de prendre une dernière question, si jamais il y en a une du public. Ah bah, vous me laissez, bah, c'est bien, je suis ravi. Est-ce qu'il y a une autre question? On a un petit rab, profitons-en. Le sujet est clos.
Ok, bah merci en tout cas. Et surtout, un grand merci à vous trois. Merci, bonne journée. Merci effectivement d'applaudir nos 3 intervenants et notre animateur du jour qui nous ont parlé de ce sujet ô combien important de démocratie participative et où l'on voit que cette valeur d'humilité est tout à fait importante dans des questions qui ne sont pas aussi simples qu'elles peuvent paraître de prime abord. Donc merci pour cette seconde table ronde.